Scottie Barnes, on peut le faire le cas compliqué. D'abord, si tu veux bien, je te fais le topo, tu connais le format. 35 minutes de jeu par match pour Scottie Barnes cette saison, 60 matchs. 98 de true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne, moins 2% par rapport à la moyenne. Bon, on est grosso modo au niveau de la moyenne. Et sur un usage de 25%, donc plutôt un bon volume d'utilisation, mais pas un volume de star. Voilà ce que ça veut dire en français, tous ces chiffres. Et c'est vrai que pour te lancer, on est un peu sur la saison de la responsabilisation offensive, pour une équipe qui commence enfin à tanker. Oui, et puis aussi la saison entre guillemets de l'avènement pour Scottie Barnes, puisqu'il a connu sa première sélection en tant que All-Star cette saison. Donc ça aussi, c'est quand même un facteur à souligner. Alors, il est All-Star dans une équipe moyenne dans la conférence S, mais bon, il a quand même sa petite étoile de All-Star. C'est une saison en 2 temps, je trouve, du côté de Scottie Barnes. Il y a vraiment un début de saison où il est excellent en termes d'adresse, en termes de réussite, notamment sur pull-up, où le shoot à 3 points qui était un peu en dedans, notamment sur sa 2e année, avait commencé à revenir avec un plus gros volume. Et ensuite, il y a le trade de Giannunoby et le trade de Pascal Siakam, où il se retrouve avec un effectif qui est complètement remanié, dans un effectif qui commence enfin à tanker, comme tu l'as dit, et où le rôle s'est un petit peu évolué. C'est devenu la force, ou en tout cas le joueur qui sollicitait toute l'attention des défenses adverses. Et là, je trouve que il n'a pas été aidé par le contexte collectif des Raptors, qui n'était pas franchement excellent, mais je trouve qu'on est sur une seconde partie de saison où il était un peu moins dedans. Je trouve que c'est beaucoup moins de prise de responsabilité, notamment offensivement. Je trouve qu'au niveau de son usage, finalement, il n'y a pas tant une si grosse évolution que ça avant et après les trades. C'est-à-dire que si vous prenez pré-All-Star Break, il est à 24,9% d'usage. Vous prenez post-All-Star Break, où il a joué que 5 matchs, donc c'est toujours un peu derrière, mais il est à 25. Donc je trouve que c'est un joueur c'est un jeune joueur qui se retrouve dans une situation assez rare finalement pour les jeunes joueurs qui se retrouvent avec les clés entre guillemets d'une franchise, c'est qu'il s'est retrouvé avec les clés en milieu de saison, là où des joueurs, on va dire, quand tu as une franchise qui entame un processus de reconstruction, c'est souvent durant l'intersaison avec justement au training camp, on dit bon ça y est, c'est la franchise de X joueurs. Lui, Scottie Barnes s'est retrouvé dans une situation un peu ambiguë, assez rare, où en fait il s'est retrouvé avec les clés de l'équipe en mois de janvier ou au mois de février. Donc il a loué un appart étudiant pour son année de fac, on lui a donné les clés le 1er janvier quoi. C'est ça, il se retrouve président du BDE au mois de janvier. Mais ouais, je trouve que du coup saison en 2 temps, ce qui fait que sur la première partie de saison, sur les 40 premiers matchs, il aurait pu être 3e au niveau du classement. Après, on débattra du niveau de Desmond Bane. Sur la seconde partie de saison, moi, j'avoue que j'étais un peu déçu du manque de prise de responsabilité et du fait qu'il semblait pas totalement à l'aise dans le rôle nouveau qui était le sien. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, ça. Quand on étudie un peu de près sa saison, c'est qu'à priori, on se dit, bon, allez, on va faire un filtrage première partie, deuxième partie saison par rapport au trade, comme tu dis, et on tombe sur des chiffres, en fait, c'est pas si différent que ça, quoi. Alors qu'on s'attend plutôt à autre chose. Et d'ailleurs, on en avait parlé un peu avec Gabin, je crois, quand on avait fait le bilan des Raptors 2024. Mais c'est vrai que, en plus, tu vois, je rajoute aussi un autre élément. Paradoxalement, il a jamais été autant assisté que cette année en termes de pourcentage de paniers assistés. Donc à quel point est-ce que ces paniers sont créés par autrui, notamment, c'est un peu ça l'idée. Donc 56%, alors qu'avant on était à 54 et 48. Bon, ça change pas de beaucoup, mais comme tu dis, ça colle pas avec cette image un peu, si on regarde ça de loin, qu'on regarde pas trop les matchs ou qu'on regarde un peu de loin, l'image de Siakam est parti, c'est lui qui a pris les rênes. Pas tant que ça. Et en même temps, je pense aussi que ça fait partie du travail tactique de Darko et de ce truc aussi de essayer un peu de créer des choses différemment, essayer un peu d'utiliser les joueurs de bonne manière et peut-être de mieux les optimiser. Je parle de ça, mais parce que tu sais, RJ Barrett, c'est un peu pareil. Barrett, il arrive à mi-saison et finalement, on n'a pas du tout le RJ Barrett qui tire des pull-ups comme on l'avait eu au Knicks pendant 3 ans et demi. On a un mec qui se met à poser des écrans, à faire des cuts, etc. Donc je pense c'est pas forcément un mal, quoi. Dans le prisme de l'évaluation individuelle, on peut se dire que il est pas tant que ça explosé sur la création. Mais de l'autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est aussi une bonne utilisation à mon sens. Mais ouais, c'est l'autre aspect que j'aime un peu moins avec Scottie Barnes, c'est que je trouve qu'il a pas trop le jeu de son physique en un sens. Tu vois, alors j'en ai fait un podcast en plein milieu de l'année, je veux pas répéter, mais notamment je sais qu'il y a pas mal de comparaisons avec Giannis parfois parce que aussi grand, aussi long, un peu le fric physique, etc. Et sauf que la différence elle est dans le jeu, quoi, et qu'on n'a pas du tout le même, tu vois, au niveau des drives notamment, on a affaire à quelqu'un qui est un très mauvais driver en termes de résultats. Et ok, il a les centimètres, mais on est à des années-lumière en termes d'explosivité, en termes de puissance et même en termes d'agressivité en fait. Donc ce qui fait que cette année on a quelqu'un qui a beau être très grand, très long et qui est un porteur de balle de grande taille,
Ben en fait, en termes d'efficacité sur des tirs en fin de drive, il est 51e sur 57 parmi les gros drivers, je veux dire. 51 sur 57, c'est quand même pas top, quoi. Donc, je pense qu'il y a peut-être une question de dribble aussi. Il y a peut-être une question de finition, d'agressivité. C'est peut-être un tout, mais en tout cas, en l'état, on a quelqu'un qui, bah ouais, effectivement, il a un peu plus les clés qu'avant. En tout cas, on espère qu'il peut prendre cette ampleur. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. Oui, et puis je pense que, tu vois, on parle de Giannis, mais l'une des capacités de Giannis, notamment sur le drive, c'est la provocation de lancer franc. Ce qui n'est pas encore le cas de Scottie Barnes. C'est un joueur qui, finalement, on va dire, au vu de ses qualités physiques, pourrait encore progresser au niveau de la provocation de lancer, parce que si on prend le shooting foul pourcentage, donc à combien de pourcentage sur ses tirs le joueur subit une faute, si on prend sur son poste, il est que dans le 67e centile. Donc il est, il fait mieux que 2 tiers de la NBA, mais je pense que si on regarde les jeunes années de Giannis, c'est un joueur qui est au-dessus, et finalement il est, tu vois, tu regardes un joueur qui provoque plus de fautes sur ses tirs que Scottie Barnes, un joueur comme Gigi Jackson, qui est un joueur qui est beaucoup plus pâteau, qui n'a pas le même profil que ce que peut avoir un Scottie Barnes, mais qui a peut-être un peu plus la technicalité, qui a peut-être un peu plus le vice pour provoquer des lancers. Donc au niveau de Scottie Barnes, je suis d'accord sur le fait que c'est un joueur qui en fait se retrouve, et c'est aussi un problème avec les jeunes joueurs, mais qui se retrouve avec un costume qui semble être un peu trop grand pour lui, en tout cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent au niveau de son passing. Alors c'était déjà un truc qui était positif sur sa première année, mais je trouve que cette année, avec justement le départ de Pascal Siakam et le départ de Giannunobi, il a encore été plus responsabilisé au niveau du passing. Je trouve que, par exemple, le fait qu'un RJ Barrett soit vraiment la meilleure version d'RJ Barrett qu'on ait jamais eu. Alors c'est lié au changement de contexte avec l'arrivée du côté de Toronto, le changement de philosophie, le changement de rôle apposé par le coaching de Darko, mais je trouve qu'il y a une belle complémentarité avec Scottie Barnes aussi, et même au niveau d'Emmanuel Quickley par exemple, qui est un joueur qui lui aussi est arrivé dans ce trade pour Giannunobi. C'est un joueur ce sont 2 joueurs, Scottie Barnes et Emmanuel Quickley, qui sont souvent liés, qui font souvent des jeux à 2, donc je trouve que c'est, entre guillemets, sur le scoring individuel, il laisse peut-être un petit peu sur notre fin. Par contre, sur le playmaking, je trouve qu'il y a quand même eu un step qui a été franchi cette saison. Et peut-être que on n'est pas sur le profil énorme scoreur comme ce qu'a pu être Giannis. Par contre, au niveau du playmaking, on est sur un niveau qui est quand même supérieur en termes, ne serait-ce qu'en simple terme de volume au niveau du playmaking. Donc, dans ce profil un peu ambigu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est difficilement comparable à d'autres joueurs de son profil, parce qu'il est tellement polyvalent tout en étant physiquement un joueur intéressant que c'est difficile de réellement le ranger dans une case. Mais un peu ce qu'on appelait un peu à l'époque, tu sais, les point forward, quoi, grosso modo. Alors, dans des styles très différents, mais tu vois, un peu Iguodala, par exemple. Parce qu'il était avant d'aller aux Warriors, mais bon, stylistiquement, c'était explosivité de folie et tout, Iguodala, donc on parle pas du style, mais dans la manière et dans le volume, c'était le scoreur qui était... Bon, il est capable, il a son petit volume de scoring, mais pas non plus autant que des stars de scoring, mais par contre aussi une mainmise sur le jeu. Et c'est vrai qu'on a commencé par un peu les défauts, ou en tout cas les nuances de son profil, donc tout ce qui est un peu création, d'ailleurs j'ai pas cité non plus, mais isolation, tu vois, il en fait pas tant que ça, isolation par match, c'était 1 contre 1, et surtout il a une efficacité qui est de 0,70 points par possession, à peine 0,70 points par possession, c'est dans le 18e centile, donc à peine mieux que 18% de toute la NBA. Bref, la création n'est pas trop là, en tout cas la création de scoring, mais effectivement, déjà il y a cet aspect de passing, comme tu l'as dit, où on a vraiment de très très bons trucs, je trouve, et que ça peut, à quel point ça peut être une première option d'équipe de par ça, je sais pas, mais on a un truc hyper intéressant, et qui en plus c'est un passing assez varié, c'est-à-dire que c'est un porteur de balle de grande taille, mais qui aussi, je pense, peut être pas mal utilisé en termes de poseur d'écran sur pick and roll, tu sais, donc ensuite débloquer le short roll, il peut être un peu au poste bas, et donc tu fais des split actions autour de lui, il peut faire aussi opérer en tant que intérieur, grosso modo, de dribble and off, donc il a la balle dans le périmètre, il fait un jeu de main à main pour un Quickley qui arrive lancé, etc. Donc ça on le voit, il a effectivement un ratio de playmaking, son jeu tend pas mal vers le playmaking, et c'est bien, modulo un peu de déchets, mais c'est pas inquiétant. Et puis l'autre aspect, tu vois, c'est que bon, il y aura la défense, on va développer, mais on parlait aussi de tout ce qui est panier assisté, il a jamais été autant assisté. Je pense qu'en un sens, c'est ça qui est bien avec son profil, c'est que il peut jouer comme porteur de balle, mais aussi il peut jouer comme un vrai intérieur un peu plus classique de finition, quoi. De poser l'écran, rouler au panier, ou même être grand et long autour du panier, hein. Donc dunker spot, tout ce genre de choses.
Et ça, c'est quand même, ça a de la valeur, quoi, parce que c'est un triangle n'a pas ça, quoi. Tu vois, si on compare les porteurs de balles. Et donc, ça rajoute à cet aspect polyvalence. Et c'est pour ça qu'au global, on a affaire à quelqu'un qui a une efficacité qui est autour de la moyenne, donc ça va, plutôt que catastrophique, parce que sur la création pure, il est assez cata. Mais par contre, tout ça est relevé parce que, bah ouais, il peut aussi faire des paniers faciles de finition. Donc ce qui fait qu'on a un tout assez intéressant, quoi. Disons que ce qui augmente son efficacité, c'est le jeu entre guillemets d'intérieur. Parce qu'effectivement, c'est pas sur de la création individuelle au niveau du scoring pur, et finalement, c'est assez intéressant. Alors, défensivement, c'est pas du tout le même profil, mais ce côté gabarit de grande taille avec un scoring au niveau du pull-up assez inexistant et playmaking, il y a un petit côté dans le profil, on pourrait décrire Ben Simmons. Dans le profil offensif. Alors après, il n'y avait pas du tout le jeu entre guillemets d'intérieur de Ben Simmons, mais sur le côté, finalement, j'ai pas tant que ça de tir. Création individuelle sur le dribble est pas forcément le meilleur. Par contre, vraiment playmaking très bon. Même si, au niveau de la vision de jeu entre Ben Simmons et Scottie Barnes, il y a quand même une nette différence. Mais voilà, je trouve que si on doit le ranger dans cette case-là, c'est plutôt il est plus proche de ce joueur que pouvait être Ben Simmons, à savoir scoring pas forcément énormément élevé, mais par contre gros ratio de playmaking, plutôt que de Giannis, dans le sens où Giannis, énorme ratio, énorme volume de scoring, par contre au niveau du playmaking, c'est plutôt accessoire. Je pense que Scottie Barnes sera plutôt dans ce range de playmaker avec des difficultés au scoring que vraiment scoreur implacable et capable d'être un playmaker derrière. Après, il y a un point qui est intéressant dans la saison de Scottie Barnes, c'est pourquoi son efficacité a augmenté cette saison par rapport à l'an dernier, pourquoi il a gagné 8 points au True Shooting Plus entre la 2022-2023 et la 23-24, c'est parce que il est à 42,3% sur les catch and shoot à 3 points. Jusqu'au 1er janvier. Après, ça se casse la figure. Du coup, à quel point on est sur un joueur qui, on l'a vu, d'une saison à l'autre, a changé sa mécanique de tir. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais finalement, si on regarde un petit peu les stats et le précédent, on va dire, de Scottie Barnes, on est sur un joueur qui n'a pas augmenté son volume à 3 points. C'est-à-dire que, allez, il fait un x2, mais le total, vu qu'il a joué moins de matchs, le total de 3 points tentés sur la saison est quasi équivalent au nombre total de 3 points tentés sur sa saison rookie et sur sa saison sophomore. Par contre, il passe de 30% ou 28% à 34,1%, quand bien même il y a une baisse à partir des trades de Siakam et de OG Anunoby. Donc à quel point c'est un joueur à quel point son shoot était réel cette saison, c'est une question que je me pose, surtout qu'au lancer franc, c'est un bon joueur, un bon shooter de lancer franc, mais c'est pas non plus un shooter d'élite. On est sur 77-78%, donc on n'est même pas sur l'espèce de barre symbolique des 80%, qui est un peu la barre symbolique des bons shooters au niveau des lancers francs. Donc moi, c'est une interrogation que je me pose, au-delà de la création individuelle via le dribble, qui est, je pense, un peu un leurre, ou en tout cas un mirage qui, si jamais elle venait à arriver, va mettre beaucoup de temps à arriver, mais à quel point ça peut être un espèce de playmaker capable de tout faire, qui peut jouer dans un rôle d'intérieur, tout en étant capable de sanctionner sur du catch and shoot à 3 points. Et si jamais le tir est réel, on est sur un Scottie Barnes et on est sur un joueur qui va être hyper polyvalent, parce que tu peux avoir un joueur qui est une menace sur le playmaking et une menace off-ball, parce que c'est un joueur qui a un haut taux d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points, et donc qui peut forcer les défenses à sortir de manière agressive sur lui, et potentiellement, avec sa lecture de jeu, débloquer des espaces pour ses coéquipiers. Ouais, après le 3 points, c'est un peu le point charnière, en effet. Bon, cette année, il les mettait, donc tant mieux, ça compte. Mais le 3 points, comme tu dis, je sais pas trop. Après, j'ai un peu plus confiance déjà au petit pull-up à mi-distance, qui a l'air un peu plus stable déjà. Et bon, on sait pas si la portée du tir s'étendra jusqu'à 3 points, mais bon, il y a déjà un peu ça. Et pour la défense, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaissait, on l'a déjà vu dans plein de rôles déjà. Et ça, c'est aussi une des forces de son profil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était, malgré son inefficacité l'an dernier, il était tout de même dans le top 100. C'est qu'il y avait cette valeur défensive, en fait. Et dans des bonnes équipes, même on l'a déjà vu très bon. Défense au point d'attaque sur des plus petits, défense un peu de grands aussi. Et c'est ce que j'aime bien cette année, c'est finalement, quand Siakam est parti, ça a libéré un peu plus, entre guillemets, un poste intérieur pour lui. Donc plutôt que être plus fréquemment comme avant, juste dans le périmètre en termes de défense on-ball, là j'ai aussi hâte, et je trouve qu'on l'a un peu vu sur la fin de saison, mais j'ai hâte de voir aussi l'an prochain tout ce qui est justement l'utiliser dans un rôle de safety, quoi, de libéraux, un peu plus protecteur de panier, plutôt que juste on te met sur James Harden sur la série contre les Sixers ou ce truc comme ça, où il peut le faire, mais là encore le mot d'ordre c'est polyvalence.
Mais voilà, on a aussi, je trouve, un profil défensif qui est hyper intéressant. J'irai pas jusqu'à dire un des 10 meilleurs défenseurs de NBA, non, évidemment pas. Mais ouais, franchement, ça a quand même beaucoup de valeur de par cette polyvalence pour moi aussi, quoi. Oui, et puis c'est aussi un joueur qui va créer des... Enfin, son playmaking défensif est bon aussi parce que finalement, Ouais. si on regarde au niveau du bloc pourcentage, donc le pourcentage de contre que tu réalises, il est à 2,1%, donc il est dans le 95e centile. Et au niveau du steal pourcentage, donc le pourcentage d'interception, il est à 1,5%. Bah, finalement, si on regarde les joueurs qui sont à plus de 2,1 de bloc pourcentage et plus de 1,5 de steal pourcentage, bah, tu te retrouves sur, je sais pas, Jaren Jackson, Isaiah Hartenstein, Anthony Davis et Joel Embiid. Donc non seulement il y a de la défense, il y a de la polyvalence défensive, mais c'est aussi un joueur, et je trouve que c'est là où, entre guillemets, son rôle a évolué cette saison par rapport à l'an dernier. Il y a beaucoup plus, pas de la protection de cercle, mais en tout cas, il évolue beaucoup plus proche du panier que ce qui pouvait évoluer les années précédentes, de C'est par ça, ouais. aussi la modulation, de par l'évolution du roster. Et je trouve ça intéressant de voir que il y a une polyvalence défensive qui est assez rare. Enfin, vraiment, le profil est très intéressant parce que c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui peut défendre sur des extérieurs, sur l'isolation, et qui a aussi une protection de cercle, tout en étant capable de faire du playmaking défensif et de forcer et de créer des turnovers. Donc voilà, moi j'étais un peu sur ma réserve défensivement sur la seconde partie de saison, en tout cas sur la seconde saison à Toronto, saison sophomore, je l'avais trouvé un peu en deçà de sa saison rookie. Et là, je trouve que cette année, vraiment, il est revenu à des standards qui sont très très élevés. Et donc, avec tout ça, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine? Ah, là, c'est dur. Là, moi, je le mettrais au-dessus de Franz Wagner, entre Jarrett Allen et Franz Wagner. Moi, je le mettrais 12e. Au-dessus de Franz Wagner, donc au-dessus de... on est autour de la 12e place actuellement. Ouais. Donc, y compris au-dessus de tout ce qui est role-player d'élite, Jaden McDaniels, KCP alors. Ouais, parce que après, c'est toujours ce qu'on défend nous à De Kebdo, mais la valeur du playmaking et la valeur de la charge offensive plus élevée. C'est-à-dire que 25% d'usage, ça sert à les classer. Après, on est sur un joueur qui a moins, on va dire, sa qualité première est beaucoup moins forte que celle de Jaden McDaniels ou que celle de KCP. Mais encore une fois, moi j'aime bien classer, j'aime bien entre guillemets récompenser ceux qui ont une grosse charge offensive. Donc après, il peut être mis derrière parce qu'on peut dire bah oui, mais c'est un joueur ok qui a une grosse charge offensive, mais qui n'a pas l'efficacité ou qui n'a pas entre guillemets la valeur première que peuvent avoir un KCP ou un Jaden McDaniels. Mais pour moi, ouais, ce serait dans ce registre-là parce que finalement, si on compare par exemple à Franz Wagner, c'est deux joueurs qui sont assez éloignés, mais qui on va dire ont un usage similaire et qui ont des qualités et des défauts qui peuvent parfois se retrouver. C'est-à-dire que il y a au niveau de la création, de la création individuelle, c'est pas toujours fort et c'est pas toujours top. Et défensivement, on est sur deux très bons joueurs. Donc ouais, après. Pour moi, si tu me dis que si tu classes Scottie Barnes derrière Jaden McDaniels et KCP, moi ça me choque pas. Après, je le trouve bien à côté de Franz Wagner. Constant, tu sais qu'ils sont pas là. Il n'y a pas Tom, ils sont pas là tous les autres. Il y a que nous. En plus, il y a personne qui nous écoute. Je sais qu'il y a les ordres du parti, mais c'est quoi ton avis à toi? C'est pas non, plutôt que l'avis de Kebdo. Non, mais je le mettrais 12. C'est oui, pas. Je te taquine. C'est pas CCTV qui me dicte comment je dois penser. Non, mais ça me fait rire parce que je sais qu'en plus, je te taquine, mais tu sais, parce que tu répètes, tu dis nous à Dunk Hebdo, mais ça me fait penser aussi à envergure. Hugues aussi, il parle comme ça, il dit nous à envergure. T'as toujours l'impression que. Bien sûr, c'est la collectivité. C'est ça, ouais. Non, mais en plus, je te rejoins. En y réfléchissant, enfin, pas en y réfléchissant, mais la création offensive a de la valeur. Donc, c'est de prime abord, oui, ça me va de le mettre autour de Franz Wagner. Et de là, donner un petit boost par rapport à la défense, c'est un peu ça l'idée, quoi, finalement, par rapport à Wagner. Ouais. Ouais, ça peut s'imaginer, mais alors un peu coller les deux. Pas forcément un écart. Non, les deux. Ouais, puis quand tu passeras sur Paolo Banchero, tu les mettras collés aussi. Tu mettras Paolo Banchero collé entre les deux. Mais tu vois, je pense que ce serait intéressant quand Paolo Banchero passera dans la syllabe de se demander entre Scottie Barnes et Paolo Banchero, est-ce que réellement il y a un écart de niveau entre ces deux joueurs? Ouais.
Bon, t'as compris, hein, je te taquine, mais je sais que c'est ton sûr. avis, mais non. Je suis d'accord en plus, je suis d'accord. Mais la formulation à chaque fois me fait rire. Avec toi, je me permets. T'as raison. Ok, bah, très bien, mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. Est-ce que je te prends par surprise ou est-ce que tu t'en souvenais de ça? Le passage quiz. Faut citer les joueurs qui étaient sur le parquet. Exactement, qui est sur le terrain. Citer des joueurs qui étaient sur le parquet, on saurait même un peu des actions marquantes de la saison. Nous sommes le 28 novembre 2023. Donc cette année, en début d'année, et c'est un dunk avec un N1 après un entre-deux. Donc un peu entre-deux d'un côté, et ça s'échappe de l'autre côté, et ça fait un dunk N1 mémorable contre les Brooklyn Nets. Je pense que tu l'as en tête, hein, cette action mémorable. Ça me dit rien, tu vois. Non, mais ça dit rien à personne, mais est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action? Tu veux que je commence par les Raptors ou par les Nets? Tu fais ce que tu veux. Bah, je vais citer... est-ce que y a-t-il OG Anunoby sur le parquet? Exactement, oui, tout à fait. On est en novembre. Bah, y a-t-il Pascal Siakam sur le parquet? Oui, tout à fait. Après, c'est qui l'intérieur titulaire? Y a-t-il Jakob Poeltl sur le parquet? Oui, Poeltl est là, oui. C'est qui le meneur? Bah du coup, il est reparti à Brooklyn après. Y a-t-il Dennis Schroeder? Exactement. Dennis Schroeder sur le terrain. Donc, t'as les 5 de Toronto. Alors après, les Nets, y a-t-il Cam Thomas, le magnifique? Cam Thomas est sur le terrain, oui, tout à fait. Cam Thomas, alors après... t'as cité Schroeder, donc, de l'autre côté. Miroir. Ah, Spencer Dinwiddie. Exactement, Spencer Dinwiddie, ouais, tout à fait. Ouais. Alors après, y a-t-il Cam Johnson sur le parquet? Tu me l'as pas déjà dit? Non, Cam Thomas, j'avais dit. Non, alors il n'y a pas Cam Thomas, c'est Cam Johnson. Il n'y a pas Cam Thomas. Il n'y a pas Cam Thomas. Il y a trop de Cam au Nets. Du coup, il y a Cam Johnson, mais pas Cam Thomas. Y a-t-il Michael Bridges? Parce que de toute façon, il joue tous les matchs. Michael Bridges, ouais, tout à fait. Il est sur le terrain il était encore en Nets à l'époque. Un ailier non drafté d'ailleurs. Un ailier défensif non drafté. De Florida, je crois. Sorti de Florida, la fac. Est-ce que cet ailier non drafté est passé par Dallas? Tout à fait. Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith, ouais, effectivement. Et on a quelqu'un qui était considéré comme un point center à l'époque de la fac. Un pivot qui pouvait mener le jeu. Deron Sharp? Non. Non, ça va peut-être t'étonner. Nick Claxton? Exactement, Nick Claxton. Ouais, d'accord. Ouais. Nick Claxton à Georgia, il y avait un peu une hype de point center, pas bon. Mais ça s'est pas encore totalement transposé en NBA. Ouais. Chez les fans des Nets, je crois qu'elle a toujours une un peu de point center Nick Claxton.